Le 15 septembre 1893, à Ngandou-Kitenge, Ngongole Teta est exécuté par les troupes de l'État indépendant du Congo. Ancien esclave devenu chef de guerre, il a longtemps servi le roi Léopold II et son armée coloniale, la force publique. C'est lui qui, un an plus tôt, avait mené les offensives décisives contre les forces arabes de Tippu-Tip et ouvert les routes commerciales vers le Lualaba. Mais son ascension fulgurante, son prestige et son autorité sur des milliers d'hommes ont fini par inquiéter ses supérieurs. Sur la place du poste, le lieutenant Jean Sherlink lit la sentence prononcée la veille. Trahison. Le chef, debout, garde le dos droit. Aucun mot ne sort de sa bouche. Autour de lui, les soldats africains qu'il a formés, Batetela, Bakusu, Songhé, baissent la tête. Certains chuchotent que son amulette le protège des balles, d'autres détournent les yeux. La tension est lourde, irréversible. Les fusils s'alignent. La première salve retentit. Le corps de l'Eteta vacille, mais ne tombe pas. Un murmure parcourt la foule. Le léopard ne meurt pas. Il se retire. Sherlink s'approche, arrache la petite pochette de cuir pendue à son cou. Un dernier tir. Une balle perce l'oreille. Le corps s'effondre. Dans la journée même, la nouvelle traverse la Lomami. Les Blancs ont tué Ngongole Teta. Les villages s'enflamment. Les tambours résonnent. Les rancunes se rallument. 2 ans plus tard, en 1895, ces anciens soldats se soulèveront à Luluabourg, criant vengeance. Ce sera la mutinerie Batetela, la première grande révolte contre le pouvoir colonial. Ngongole Teta, lui, entre dans la légende. Héros pour les uns, traître pour d'autres, il incarne désormais la frontière floue entre loyauté et domination, entre guerre de survie et conquête étrangère. Mais pour comprendre comment ce fils arraché à sa terre est devenu le léopard que redoutaient Arabes et Européens, il faut revenir là où tout a commencé. En 1862, dans le village de Malela, sur la rive sud de la Lomami, naît un enfant que personne n'imagine encore voir bouleverser l'histoire du Congo. Le village, isolé dans la plaine, vit au rythme des échanges et des rituels. C'est là que Ngongole Teta ouvre les yeux, dans un monde où chaque cri d'enfant porte déjà la marque de son clan. Ses premières années se déroulent parmi les siens, dans la langue et les gestes de ceux qui travaillent la terre et honorent les esprits du fleuve. Mais le fleuve, cette artère de vie, devient bientôt le chemin par lequel la tragédie entre dans sa destinée. Vers la fin des années 1860, des caravanes venues de l'Est traversent la région. Ces colonnes d'hommes armés, conduites par les représentants de Tippu-Tip, chassent les captifs et collectent l'ivoire. Elles avancent avec méthode, disciplinées, ordonnées par la logique du commerce. L'enfant de Malela, à peine âgé d'une dizaine d'années, est saisi dans une razzia. Arraché à sa famille, il marche pieds nus derrière les porteurs, les poignets liés. Le silence des marches s'impose comme la première leçon de sa vie. Ce jour-là, le garçon cesse d'appartenir à sa lignée pour devenir un instrument dans l'engrenage des trafics. Le convoi le conduit jusqu'au campement de Tippu-Tip, alors déjà figure dominante du commerce zanzibarien dans le Congo oriental. L'homme, de son vrai nom, Ahmed bin Mohamed, contrôle depuis des années les routes reliant le bassin congolais à la côte de l'océan Indien. Sous sa direction, la chasse à l'ivoire et aux esclaves se transforme en système. Les jeunes captifs deviennent porteurs, éclaireurs ou soldats. Parmi eux, le garçon de Malela se distingue par sa force et sa capacité d'adaptation. Les anciens disent qu'il observe sans parler, qu'il retient tout, qu'il apprend plus vite que les autres. Dans les camps, les règles sont simples: obéir, survivre, comprendre avant d'agir. L'enfant apprend à reconnaître les ordres des chefs, à manier les armes, à lire la peur dans les visages. Il découvre que l'obéissance est la seule monnaie qui protège du fouet. Il comprend aussi que la violence, utilisée avec précision, peut ouvrir une voie. Les Wangwana, auxiliaires arabisés de Tippu-Tip, remarquent bientôt sa détermination. Le garçon grandit au milieu d'eux, partage leur discipline et leur dureté. Il n'a plus de nom d'enfant. Il devient un outil efficace dans les razzias. Au fil des années 1870, la réputation du jeune esclave s'étend d'un camp à l'autre. Les caravaniers,
raconte qu'il ne recule jamais devant la fatigue. Certains chefs arabes le prennent pour modèle de docilité et de courage. Dans les batailles de brousse, il se montre habile, rapide, capable d'anticiper les mouvements de l'ennemi. Quand vient le moment d'attaquer, il agit sans hésiter. Les coups de feu, les cris et les ordres se mêlent à la voix sèche des chefs. À 15 ans, il ne tremble plus. Il a compris que dans ce monde, la peur ne sauve personne. Un soir, Tipu Tip l'observe au retour d'une expédition. Le chef zanzibarien, habitué à jauger les hommes, voit en lui un futur soldat. Il le prend à son service direct. Ngongo apprend alors la stratégie, la logistique des longues marches, le commerce des armes et des vivres. Il voit comment la richesse se construit sur la route, entre l'ivoire et la chair. Cette proximité change sa place dans le camp. Il n'est plus seulement un porteur ou un esclave armé, il devient un homme en formation. Les années passent et la hiérarchie se resserre. Le jeune homme participe à des campagnes qui dévastent les régions du Maniema et de la Lomami. Il voit les villages brûler, les populations fuir, les chefs locaux se soumettre ou mourir. Dans ce chaos organisé, il trouve sa logique. La guerre devient son école. Son regard durcit. Les survivants le suivent, non par affection, mais parce qu'il incarne la force. À 18 ans, vers 1880, il reçoit sa liberté des mains de Tipu Tip. Ce dernier, impressionné par son endurance et sa fidélité, lui accorde un fusil et le droit de revenir sur la Lomami pour servir ses propres intérêts. La phrase du maître résonne comme un serment. Si tu cours sans t'arrêter, la fortune court derrière toi. Le jeune homme acquiesce, sans un mot. Dans son esprit, la liberté ne signifie pas la paix, mais la responsabilité de forger son propre pouvoir. Il quitte les camps arabes, accompagné de quelques compagnons, anciens captifs comme lui. Ensemble, ils reprennent la route de l'Ouest, traversant les forêts et les rivières qu'ils avaient autrefois franchies enchaînées. Ils portent désormais des armes, non des fardeaux. La transformation est complète. Sur la rive de la Lomami, le jeune chef retrouve un territoire vidé par les razzias. Les traces de son enfance ont disparu. Il comprend alors que le passé ne revient jamais. Ce qui reste, c'est le chemin qu'il trace lui-même. Dans ses yeux, la peur n'a plus de place. Comme il le confie à l'un de ses hommes, la peur n'est pas un fardeau, c'est un outil. Entre 1862 et 1879, l'enfant de Malela devient l'homme que la région apprendra à craindre et à respecter. Son destin, arraché à la douceur d'un village, s'est forgé dans le tumulte des marches et des guerres. Ce parcours, fait de silence et de violence, annonce déjà le chef que le Congo redoutera quelques années plus tard. Un homme qui a appris très jeune que la survie n'appartient qu'à ceux qui commandent la peur. En 1880, Ngongo Leteta marche vers la Lomami avec un seul fusil, quelques compagnons et une idée fixe: rallier les déracinés et bâtir une force disciplinée. Autour de lui, les anciens esclaves Batetla et Bakusu, survivants des razzias, errent sans attache. Ils connaissent la faim, la peur, la fuite. Lui connaît la loi du camp. Il parle peu, mais agit avec précision. Son autorité se fonde sur la mémoire du fouet et sur la promesse d'un avenir forgé par la guerre. Les premiers mois sont faits d'errance. Les hommes recrutés se comptent sur les doigts d'une main. Les villages se méfient. Mais chaque victoire attire de nouveaux bras. Ngongo établit ses premières bases dans les savanes au nord de la Lomami. Il impose des règles strictes. Pas de pillage inutile, pas de désordre dans les rangs, exécution immédiate pour la trahison. La discipline devient sa marque. Ce n'est plus un ancien captif, c'est un chef qui parle le langage du commandement. Les années suivantes, entre 1881 et 1885, voyant se former le noyau de sa milice. Les hommes qu'il recrute sont d'anciens porteurs, d'anciens rasieurs, d'anciens ennemis. Tous ont connu l'humiliation et comprenant la nécessité d'une main ferme. Les camps de Ngongo deviennent des écoles de guerre. Chaque matin, les rangs s'alignent pour l'entraînement. Les jeunes apprennent à tirer, à marcher en silence,
à répondre d'un seul geste. Le fusil reste l'arme du chef, mais la peur qu'il inspire devient son instrument le plus efficace. Autour de 1886, la renommée du chef s'étend jusqu'aux rives du Tchouapa et du Lualaba. Les marchands arabes et les trafiquants d'ivoire commencent à négocier avec lui. Certains chefs locaux, Bala ou Songhé, préfèrent s'allier à sa force plutôt que de la combattre. Ngongo, devenu maître d'une route entre la Lomami et le Lualaba, établit un système économique fondé sur l'échange et la contrainte. L'ivoire circule, les captifs se vendent, le caoutchouc commence à apparaître dans les transactions. L'ordre de Ngongo repose sur une équation simple. Tout passe par lui. À Ngandu, le poste qu'il érige, la structure du pouvoir se matérialise. Les palissades s'élèvent, les portes sont gardées nuit et jour. Les entrées sont marquées par des pavements faits de crânes, trophées de bataille, avertissements pour les rivaux. Ces symboles d'horreur sont aussi des marques de souveraineté. Quiconque pénètre dans Ngandu sait que le chef règne ici par la loi du courage et de la peur. Vers 1888, la petite armée devient un corps organisé. Ngongo divise ses hommes par groupes, attribue des responsabilités, punit sans hésiter. Les butins sont centralisés, distribués selon le mérite et la loyauté. Les traîtres sont exposés pour l'exemple. Le camp prend l'apparence d'une cité mobile où la hiérarchie remplace la famille. Le chef veille sur tout, surveille les comptes, contrôle les vivres, choisit les routes. Les nuits sont consacrées aux stratégies. On dit qu'il dort rarement, qu'il marche des heures sans s'arrêter, que ses mains fines bougent sans cesse, comme si elles répétaient des ordres invisibles. En 1890, les voyageurs et explorateurs européens commencent à entendre son nom. Les récits parlent d'un homme au regard impassible, capable de mener 10 000 hommes et de soumettre des régions entières. Les trafiquants belges qui s'aventurent sur la Lomami notent l'existence d'un pouvoir africain autonome, organisé, redouté. Ngongo ne cherche pas la guerre, mais impose le respect par la menace. Les caravanes étrangères traversent son territoire sous escorte, payant leur passage en poudre ou en étoffe. Le commerce devient tribut. En mai 1891, un Européen nommé Alexandre Delcommune atteint Ngandu. Du 2 au 18 mai, il est reçu avec faste. Le chef, vêtu de tissus importés et de colliers d'ivoire, le reçoit au centre de sa cour. Delcommune, dans ses notes, décrit un homme calme, calculateur, entouré d'une garde disciplinée. Le banquet organisé en son honneur révèle la richesse du poste. Ivoire entassé sous les hangars, vivres abondants, armes entretenues, porteurs en attente d'ordre. Ngongo ne parle pas d'amitié, mais de puissance. Il sait que les Européens viennent pour les mêmes trésors que les Arabes. Il observe, écoute, évalue leurs faiblesses. À cette époque, la réputation de Ngongo s'étend bien au-delà de la Lomami. Dans les marchés, on raconte qu'il peut courir des heures sans fatigue, qu'il se déplace plus vite que la nouvelle de sa venue, qu'il choisit le silence avant la guerre. Son titre, Ngongo, le grand léopard, s'impose dans les champs des griots. Il ne s'agit plus d'un simple nom, mais d'un emblème. L'ancien esclave est devenu un seigneur de guerre dont la force repose sur la discipline et la crainte. Entre 1880 et 1891, Ngongo Leteta forge son royaume sur la logique du mouvement et de la peur. Chaque conquête devient une pierre dans l'édifice de son autorité. Les routes de la Lomami, du Tchouapa et du Lualaba convergent vers Ngandu, désormais capitale d'un pouvoir africain redouté. L'homme qui n'avait qu'un fusil règne sur un territoire où la parole du chef vaut loi. Le léopard est né et son pas fait trembler les rives du Congo. En 1891, le commerce de l'ivoire transforme l'est du Congo en champ de convoitise. Les Arabes venus de Zanzibar contrôlent les routes anciennes. Les Européens, soutenus par Léopold II, veulent les détourner vers l'Atlantique. Entre ces deux mondes, Ngongo Leteta règne sur la Lomami. Son pouvoir, né du fer et de la discipline, attire les regards des deux camps. Les caravanes de Zanzibar continuent de lui rendre hommage, mais les explorateurs de l'État indépendant du Congo multiplient les approches.
Le chef observe, calcule et attend le moment où la balance penchera du côté le plus fort. Depuis Stanley Pool jusqu'à Maniema, la tension monte. Les postes belges avancent vers l'intérieur, soutenus par des troupes africaines encadrées par des officiers européens. À l'est, Sefou Ben Hamed, fils de Tipou Tip, rassemble ses forces pour protéger les routes vers Zanzibar. Il considère encore l'Eteta comme un allié fidèle. Ensemble, ils échangent des porteurs, de l'ivoire, des armes. Mais l'équilibre est fragile. Les cargaisons se perdent, les paiements se font attendre, les promesses s'effritent. Le chef africain comprend que l'ancien monde arabe décline. Il voit venir une autre domination, plus méthodique, plus implacable. En secret, il prépare la bascule. Au début de 1892, les premières escarmouches éclatent entre les hommes de l'État indépendant du Congo et les troupes de Sefou. Les Belges accusent les Arabes de massacre, les Arabes dénoncent la trahison européenne. Les rumeurs se croisent sur les rives du Lualaba. Ngongo, observant la scène depuis ses avant-postes, reste en retrait. Il fait mine de soutenir Sefou, mais refuse d'envoyer ses meilleurs guerriers. Les trafiquants d'ivoire lui rappellent les serments passés avec Tipou Tip. Il répond d'une voix froide que les serments se défont quand la fortune change de camp. Le 12 septembre 1892 marque la rupture. Ce jour-là, Ngongo Leteta envoie un messager au commandant Francis Danis, chef de l'armée de l'État indépendant du Congo, pour lui proposer une alliance. La nouvelle fait l'effet d'une déflagration. L'un des plus puissants auxiliaires arabes tourne le dos à ses anciens maîtres. Danis accepte aussitôt. Il sait que ce ralliement peut décider de la guerre. À Ngandou, l'Eteta réunit ses officiers et déclare que l'avenir se joue désormais aux côtés des Européens. Les plus anciens hésitent. Certains parlent de trahison. D'autres comprennent que l'homme anticipe le cours de l'histoire. L'alliance est scellée. Dès lors, Ngongo devient la clé de la stratégie belge. Son armée, forte de plusieurs milliers d'hommes, ouvre la route à la colonne Danis. Ensemble, ils marchent vers le Maniema. Les chefs de village qui refusèrent l'autorité de l'État indépendant du Congo tombent les uns après les autres. Les batailles s'enchaînent. Le docteur Sidney Hind, médecin militaire et chroniqueur, note la rapidité de l'Eteta, sa capacité à frapper avant l'aube, à disperser ses troupes et à les rassembler comme un seul corps. Les Européens, surpris, reconnaissent en lui un stratège d'une rare précision. Dans les campements, son autorité s'impose même aux soldats blancs. Mais la guerre, derrière les victoires, nourrit les rancunes. À l'est, Sefou jure de venger l'affront. Ses messages parviennent jusqu'à Nyangwe, menaçant de marcher sur Stanleyville si l'État indépendant du Congo ne livre pas l'Eteta. Les mots qu'il envoie résonnent comme un avertissement. « Rendez-nous l'Eteta ou nous marcherons jusqu'à Stanleyville ». Danis refuse. Il sait que la guerre ouverte est inévitable. En octobre 1892, la colonne belge, renforcée par les troupes de l'Eteta, atteint Ngoyi Mouyassa, puis Diboué. Les rivières deviennent des lignes de front. Les combats se multiplient. Chaque victoire de l'Eteta renforce son prestige. Ses hommes le suivent sans questionner. Les Européens, eux, se méfient de cet allié trop autonome. Ils admirent son efficacité, mais craignent sa puissance. Le chef africain le comprend et redouble de discipline pour maintenir sa place. Il sait que son avenir dépend de la peur qu'il inspire, autant que de la confiance qu'il suscite. Le 23 novembre 1892, la guerre atteint son paroxysme. À Chige, sur la rive de la Lomami, les troupes de Sefou établissent une tête de pont. La pluie a détrempé les fusils à piston des Arabes. Michaud, Hind et Danis décident d'attaquer avant l'aube. L'Eteta prend la tête des opérations. Ses hommes encerclent les positions ennemies, infiltrent les lignes et attendent le signal. Au premier sifflement, la charge débute. Les tirs retentissent, les palissades cèdent. Benga, sous-officier sierra-léonais, ouvre une brèche. Les Arabes, surpris, se ruent vers la rivière. Les alliés de l'Eteta verrouillent les rives. La fuite devient un massacre. Les eaux se chargent de corps et de cris. Le chef reste impassible, observant la victoire comme un compte réglé.
la bataille de Chige met fin à la suprématie arabe sur le bassin oriental. Le commerce de l'ivoire s'inverse. Ce qui partait autrefois vers Zanzibar s'écoule désormais vers l'Atlantique sous contrôle belge. Le nom de l'Eteta circule dans toutes les bouches. Pour Danis, il devient indispensable. Pour Sefou, il devient l'ennemi juré. Dans les villages, certains le célèbrent comme le libérateur du joug arabe. D'autres le traitent de traître vendu aux Blancs. Le chef ne répond à aucune de ces paroles. Il sait que la loyauté, dans les guerres d'empire, n'existe pas. Seule compte la survie du pouvoir. À la fin de 1892, Ngongo Leteta domine la scène militaire de l'Est. Son armée, forte de 10 000 hommes, protège les convois du Congo Free State et sécurise les routes vers Nyangwe. Son prestige atteint un sommet. Les Européens le décorent de promesses et de flatteries. Les Africains murmurent son nom comme on murmure une menace. Le léopard a changé de camp, mais il n'a pas changé de nature. La tornade qu'il a déclenchée continue de balayer le Congo. Décembre 1892. Dans les plaines du Haut-Lomami, les routes boueuses se sont transformées en artères vitales du nouvel empire du caoutchouc et de l'ivoire. Ngongo Leteta, devenu l'allié le plus redouté et le plus efficace de l'État indépendant du Congo, règne sur la logistique comme sur un royaume invisible. Ses colonnes escortent les convois de ravitaillement depuis Ngandu jusqu'aux avant-postes de Nyangwe. Sous sa garde, pas un ballot d'ivoire, pas une caisse d'armes ne disparaît. Les Belges eux-mêmes le reconnaissent. Nul ne commande la peur comme lui. La force publique compte sur sa rigueur, presque inhumaine. Chaque camp qu'il traverse se transforme en garnison disciplinée. Les soldats répètent les ordres à voix basse, redoutant son regard fixe et ses doigts nerveux. Les griots chantent ses victoires. Les femmes de sa suite lui préparent les mets rituels, mais le cercle des soupçons s'élargit. Les officiers européens commencent à le craindre autant qu'ils l'admirent. Danis, son supérieur, voit en lui une arme à double tranchant, indispensable pour vaincre les Arabes, mais impossible à contrôler. Au début de 1893, l'Eteta impose ses méthodes aux convois de l'État. Les itinéraires sont revus, les haltes chronométrées, les sanctions immédiates. Une mule égarée, un porteur endormi, et la punition tombe. Dans un village sanguier, il fait exécuter 2 hommes accusés d'avoir vendu des vivres aux Arabes. La peur maintient la route ouverte, dit-il en observant les cadavres suspendus à l'entrée du poste. Les pavés de crâne dressés à Ngandu sont devenus le symbole de son autorité. Une route pavée de têtes pour signifier que nul ne trahira sans laisser trace. À mesure que la guerre s'étend, l'Eteta perfectionne ses tactiques. Il frappe la nuit, sous la pluie, là où l'ennemi ne s'attend pas à voir surgir ses guerriers. Les villages arabes s'éveillent dans la confusion. Les feux s'éteignent, les toits s'effondrent, les tambours battent la retraite. La peur devient sa meilleure alliée. Le docteur Sidney Hind notera plus tard « L'Eteta était capable de soutenir la fatigue comme nul autre homme. Il menait ses hommes au pas de course pendant des heures sans jamais se retourner. » Mais l'ombre grandit dans son propre camp. Ses épouses se plaignent des absences prolongées. Ses anciens lieutenants murmurent qu'il garde trop de richesses pour lui seul. Les trafiquants d'ivoire européens jalousent en son influence et le décrivent comme un sauvage imprévisible. Les chefs alliés Bala et Songhie s'inquiètent. L'homme qu'ils ont suivi contre les Arabes semble désormais vouloir leur obéissance totale. À l'été 1893, l'Eteta incarne la victoire de Danis et le cauchemar de ses ennemis. Mais plus sa puissance croît, plus le piège se referme. Les officiers blancs parlent d'un monarque indigène qui se croit invincible. Certains, comme le lieutenant Sherlink, notent dans leurs journaux que le nègre Leteta commence à se voir roi. La méfiance devient doctrine. Chaque succès, chaque convoi sauvé, renforce à la fois sa gloire et sa condamnation à venir. Dans les soirs de camp, les griots chantent, le léopard ne dort pas, il guette même ses rêves. Les soldats, eux, chuchotent une autre version. Celui qui règne par la peur ne dort plus jamais. La discipline qu'il a érigée en arme se change peu à peu en prison. Pour contenir les siens, l'Eteta doit frapper plus fort. Pour conserver la loyauté, il doit semer la crainte.
Dans les yeux de ses propres officiers, la frontière entre le héros et le tyran s'efface. Août 1893. Ouvre une séquence de silence et de soupçons. À Ngandu Kiteng, poste avancé du Haut-Lomami, un lieutenant belge reçoit des rapports confus. Des hommes affirment que Ngongo Leteta préparerait un complot pour assassiner le commandant Francis Danis. Aucune preuve, seulement des rumeurs portées par des subalternes inquiets. Mais dans un camp rongé par la peur et la fatigue, la rumeur vaut sentence. Le lieutenant Jean Scherling, jeune officier de 26 ans, ordonne l'arrestation du chef. Le 30 août, Leteta est convoqué pour un entretien au poste. Les témoins décrivent un homme calme, sans garde, venu en confiance. Il est aussitôt désarmé, enfermé dans une case étroite, sous la surveillance de soldats congolais passés au service des Belges. Son fusil express, ses chanteuses et ses biens sont saisis. Scherling veut montrer qu'il commande désormais seul. À Nyangwe, à plus de 150 km de là, Francis Danis apprend la nouvelle et s'alarme. Le 10 septembre, il écrit une lettre pressante. Gongo sera immédiatement remis en liberté. Son fusil lui sera rendu. Ses chanteuses également. Ordre au lieutenant Duchesne de ne rien entreprendre avant l'arrivée du docteur Hind. La lettre quitte Nyangwe le 12 septembre au matin. Mais à Ngandu, la peur a déjà figé les décisions. Le 14 septembre 1893, une cour martiale improvisée se réunit dans la cour du poste. Scherling préside. À ses côtés, les lieutenants Duchesne et Lange. Aucun témoin fiable, aucune pièce écrite, seulement des paroles rapportées par des soldats Songhi. Le procès dure moins de 2 heures. Scherling conclut. Trahison. La loi de l'État est claire. Duchesne hésitant signe le jugement. Leteta, debout, reste muet. Son regard ne quitte pas le sol. Les officiers fixent la sentence, exécution au matin. Dans sa cellule, Leteta comprend. Il tente de se pendre à une corde tressée de fibres. Les gardes le trouvent vivant. Scherling, irrité, ordonne que la sentence soit exécutée sur le champ. À l'aube du 15 septembre, les tambours cessent. Le chef est conduit sur la place du poste, entouré de ses anciens soldats, contraints d'assister. Le lieutenant lit la décision. Les témoins racontent qu'avant la décharge, un vieil homme de sa suite s'approche et murmure. Tant que l'amulette reste, il ne tombera pas. Les soldats tirent, plusieurs salves. Le corps ne s'effondre pas. Les officiers se regardent, stupéfaits. Un caporal Louba s'avance, arrache un petit sachet suspendu au cou du condamné. Scherling ordonne. Feu. Une balle est tirée dans l'oreille. Ngongo Leteta s'effondre. Le léopard ne rugit plus. Le docteur Sidney Hind, parti de Nyangwe 6 jours plus tôt, arrive 48 heures après l'exécution. Il trouve le poste silencieux, les hommes nerveux, les officiers mutiques. Danis, furieux, blâme ses subordonnés. Duchesne est puni de 2 mois de retenue de solde, Scherling privé de promotion. Mais la sanction administrative ne répare rien. La force publique vient de tuer son plus précieux allié. Septembre 1893. À peine la fumée de l'exécution dissipée, un messager s'élance de Ngandu. Il traverse les forêts, franchit les rivières, criant la nouvelle. Ngongo Leteta a été abattu par les Blancs. La rumeur se propage plus vite que les ordres. Dans les villages Batetela et Bakusu, les tambours résonnent, les couteaux se lèvent. Les anciens pleurent, les guerriers s'arment. L'onde de choc parcourt tout le Haut-Lomami. Les avant-postes de l'État indépendant du Congo deviennent des cibles. Là où l'État imposait la discipline, la vengeance prend le relais. Les soldats qui lui étaient restés fidèles refusent la soumission. Certains désertent, d'autres se regroupent sous de nouveaux chefs, sans unité ni stratégie. Les routes qu'il avait sécurisées se transforment en corridors de violence. Les officiers belges, effrayés, parlent de contagion Leteta. La mort du léopard n'a pas tué sa force, elle l'a disséminée. Chaque ancien soldat se croit dépositaire de son esprit. Les chants guerriers répètent son nom à la tombée du jour, comme une promesse de retour. En 1895, la révolte éclate à Luluabourg. D'anciens soldats Batetela,
intégrés de force dans la force publique, refusent d'obéir à leurs officiers blancs. Le souvenir de l'Eteta les hante. Quand un ordre injuste tombe, ils répondent par les armes. Les Européens appellent cela la mutinerie Batetela, mais dans les villages, on parle d'une vengeance retardée. Les révoltés crient avant de tirer « Pour Ngongo ». Le sang coule dans les casernes et les autorités coloniales comprennent enfin que la mort du chef n'a pas apaisé les colères, elle les a multipliées. Pendant ce temps, Danis, décoré et nommé baron, tente d'effacer la tâche. À Bruxelles, les rapports parlent d'un incident regrettable. Dans les capitales européennes, on célèbre la victoire contre les Arabes sans nommer celui qui en fut l'artisan. Le nom l'Eteta disparaît des archives officielles, remplacé par des euphémismes, auxiliaires indigènes exécutés pour insubordination. En coulisses, les administrateurs belges rédigent des notes secrètes, éviter de promouvoir des chefs trop puissants, à l'image de Ngongo l'Eteta. Le message est clair, plus jamais un Africain ne devra incarner autant de pouvoir personnel. Sa famille paie le prix du silence. Son fils aîné, Nzigi, captif un temps chez Tipou-Tip, est envoyé en Europe. Il arrive en Belgique au tournant du siècle, scolarisé, surveillé, coupé des siens. On lui enseigne la langue du roi qui a tué son père. Dans les internats, on le présente comme un exemple de civilisation réussie. Mais chaque soir, il répète à voix basse les chants de la Lomami. À son retour au Congo, il travaille comme commis dans l'administration coloniale, sans jamais prononcer le nom de l'Eteta devant les Européens. L'autre fils, Lupangu, hérite de la chefferie et du commerce familial. Mais sans armée, sans réseau, il n'est plus qu'un chef toléré. Les anciens guerriers refusent de se soumettre à un héritier désarmé. En 1936, son propre fils, le petit-fils homonyme de Ngongo, est arrêté par les autorités coloniales, accusé de pratiques barbares liées à l'esclavage et au cannibalisme. Il est exécuté publiquement. L'histoire se répète. Le pouvoir de la lignée Leteta se brise pour de bon. Les décennies passent. L'ombre du léopard persiste, invisible mais présente. Dans les années 1950, au moment où les écoles missionnaires réécrivent l'histoire du Congo, son nom est effacé des manuels. Mais dans les campagnes, les griots refusent l'oubli. Ils racontent encore le chef qui commandait 10 000 hommes et qui ne tomba qu'après qu'on lui eut arraché son amulette. Pour eux, il n'a jamais trahi, il a été trahi. En 1964, dans le tumulte des guerres de libération, un vieil homme du Kasaï central est retrouvé mort dans sa maison. C'était le fils aîné de Nzigi, dernier descendant direct connu du léopard. Des miliciens l'avaient accusé d'être un espion du gouvernement. On l'a frappé avant de l'abattre. Les témoins disent qu'avant de mourir, il aurait prononcé ces mots « Mon grand-père n'a jamais cessé de marcher ». Ainsi se referme la boucle. Du fleuve Lomami aux rues de Luluabourg, du poste de Ngandu aux archives de Bruxelles, le nom de Ngongo l'Eteta flotte encore, chargé de cendres et de mémoire. Son empire n'a laissé ni palais ni tombeau, mais une empreinte indélébile, celle d'un homme qui, en affrontant les empires, a découvert que la puissance, sans héritage, finit toujours par se consumer. Dans les universités africaines des années 1980, les chercheurs commencent à rouvrir les archives coloniales. À Bruxelles, dans les caves du Musée royal d'Afrique centrale, des cartons poussiéreux portent la mention Ngongo Lutet, affaires militaires, 1893. À Paris, des lettres oubliées relatent le procès. Les historiens africains lisent entre les lignes, un chef exécuté sans preuve, un allié sacrifié sur l'autel de la peur. Les travaux se multiplient, mais chaque auteur doit choisir. L'Eteta, héros ou bourreau. Les premiers ouvrages post-coloniaux le décrivent comme un mercenaire devenu tyran, instrument des puissances étrangères. D'autres, au contraire, voient en lui un rempart contre l'invasion arabe, un homme pris dans la mécanique des empires. Dans les colloques de Kinshasa ou de Lubumbashi, les débats s'enflamment. Un professeur résume « L'histoire de l'Eteta, c'est celle d'un pouvoir africain brisé avant d'avoir pu se transformer en institution. » Au tournant du XXIe siècle, la figure de Ngongo l'Eteta réapparaît dans la culture populaire.
des musiciens du Kasaï intègrent son nom dans leur chant comme symbole de force et de vigilance. Des peintres de Kisangani le représentent en silhouette noire, debout face à un peloton invisible. Dans les villages de la Lomami, certains rituels invoquent encore son esprit pour protéger les chasseurs. L'histoire refait surface, transformée, transmise, souvent embellie. Les chercheurs africains contemporains redonnent voix aux témoins oraux. Des vieillards décrivent encore les crânes pavant les portes de Ngandu. D'autres racontent un homme qui, malgré sa violence, protégeait les siens contre les razzias arabes et les colonnes européennes. Dans les séminaires, les étudiants interrogent la nuance. Comment juger un chef forgé par la guerre dans un siècle de conquête? La ligne entre héros et tyran s'efface à mesure qu'on découvre la complexité du contexte. Pendant ce temps, en Europe, l'histoire de l'État reste un détail de bas de page. Dans les expositions coloniales révisées, on mentionne parfois son nom, sans image, sans voix. Pourtant, en 2022, un artiste américain l'intègre dans un jeu de tarot intitulé Magicians, Martyrs and Madmen. La carte The Hanged Man porte son visage, symbole du pouvoir suspendu entre deux mondes, entre loyauté et trahison, entre vie et mythe. Aujourd'hui, les débats persistent. Certains l'accusent d'avoir perpétué le cycle de l'esclavage. D'autres voient en lui un précurseur de la résistance africaine face à la domination étrangère. Dans les cercles afrocentriques, son nom est redéfini comme celui d'un chef africain pris au piège de la colonisation et des logiques économiques mondiales. Ces choix résonnent étrangement dans les crises contemporaines. Minerais, alliances militaires, mercenaires, la même équation, répétée sous d'autres drapeaux. Le nom Leteta demeure un miroir. Pour les uns, il reflète la dérive du pouvoir absolu. Pour les autres, il incarne la dignité refusée à l'Africain libre. Les chansons populaires, les thèses universitaires, les documentaires et les fresques murales s'en emparent. Le léopard est redevenu une énigme collective. Ni ange, ni démon, mais symbole de la complexité africaine face aux prédateurs d'hier et d'aujourd'hui. Dans un amphithéâtre de Kinshasa, un professeur clôt son cours en posant la question qui résume un siècle de débat. L'État fut-il un tyran ou un rempart africain dans un siècle de prédateurs? Et vous, que faites-vous de cet héritage?